Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour la 8e année, pour ce cycle de conférences qui est proposé en collaboration avec le FRAC Normandie-Caen et avec l'Artothèque de Caen. La 8e année, depuis plusieurs années, on travaille en partenariat avec un certain nombre d'autres opérateurs artistiques et culturels pour cibler, au-delà de la question de l'art contemporain, des arts plastiques, de l'histoire de l'art du XXe siècle, pour cibler un certain nombre de problématiques, de fils rouges à travers les cycles. On a travaillé la question du portrait en lien avec le CDN il y a 4 ans. On a travaillé la question de l'image en mouvement et du cinéma expérimental avec le Café des Images. Et puis l'année dernière, le corps était au cœur de ce cycle de conférences. Cette année, c'est la question du son dans l'art qui va traverser ce cycle à travers donc un ensemble de conférences qu'Anne va pouvoir vous présenter. Et donc pour inaugurer cette question du son, eh bien, je vais me taire et passer la parole à Anne. Merci. Bonsoir, bienvenue à nouveau. Ce soir, on est ravis d'accueillir Alexandre Castan qui a répondu à notre invitation commune. On n'oublie pas le cargo ce soir aussi, puisqu'on pourra vous faire profiter d'une soirée de clôture en avril, je vais y revenir. Donc Alexandre Castan est historien de l'art, essayiste, critique d'art et actuellement enseignant à l'École nationale supérieure de Bourges, et dans lequel je crois vous menez un atelier sonore esthétique, et donc véritablement un spécialiste de l'art contemporain et du son. Donc on va pouvoir balayer en quelques séances cette histoire des avant-gardes jusqu'à nos jours. Donc pour le rappel des dates, donc nous sommes entre des mardis et des jeudis. Lundi et jeudi, pardon. Donc la prochaine séance aura lieu le 25 février, 18 mars, 4 avril et une soirée de clôture donc avec nos amis du Cargo le 25 avril. Voilà, on promet une belle soirée de concerts et de performances. En attendant, les structures programment aussi des événements et des moments artistiques autour de la musique. Donc je vais parler pour le FRAC et Patrick enchaînera pour l'Artothèque, notamment le 6 février en collaboration avec les âmes et un workshop conduit par Thierry Vede et Didier Tirard à l'École des Beaux-Arts et des étudiants de 4e année je crois et de 2e année pour le tournage. On accueille Étienne Chary qui a créé un catalogue et un label qui regroupe pas mal d'artistes inventés par lui-même et qui donne lieu à des spectacles musicaux et des plateaux tournage. Donc on vous convie le 6 février à partir de 18h à assister à un plateau tournage. Voilà, vous pouvez réserver dès maintenant au FRAC. Donc ce sera un moment justement entre art contemporain, son, musique. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Patrick pour la même configuration. Merci, ça va être assez rapide. Simplement pour faire le lien effectivement avec l'actualité proposée par l'Artothèque, une actualité qui est assez dense puisque nous avons en ce moment même une exposition qui a été inaugurée vendredi dernier de Lydie Jean-Dipanel, exposition dans laquelle est présentée une pièce sonore inédite de cet artiste qui est plus habitué à faire des photographies performatives et des vidéos et des installations. Donc voilà, je vous invite à venir découvrir cette exposition et à découvrir cette pièce qui est en fait une interprétation à sa manière de What a Wonderful World. Et puis, on accueille depuis le début de l'année un artiste en résidence. Donc, cette politique d'accueil d'artistes en résidence est d'ailleurs réalisée en étroite collaboration avec les âmes, que je remercie d'ailleurs pour cette collaboration. Et donc, nous pouvons nous donner rendez-vous le lendemain, donc vous c'est le 6 et nous ça sera donc ici même dans cet auditorium le 7 février prochain avec Thibaut Géane que j'aperçois dans la salle,
Thibaut est un ancien étudiant de l'École des Beaux-Arts, sorti diplômé, je crois, en 2015, 13, c'est ça. Bon. Et qui proposera donc le 7 février une écoute sonore, une pièce que Thibaut a réalisée, une pièce intitulée Farol, et qui sera proposée ici à partir, je crois, de 18h30, si voilà, je confirme avec le carton que j'ai sous les yeux. Voilà, donc Thibaut a réalisé cette pièce lors d'une résidence précédente au Portugal, à Lisbonne, et Farol est une sorte de portrait sonore du pont du 25 avril, pont célèbre de Lisbonne. Voilà, donc je vous donne rendez-vous également ce 7 février prochain. Voilà, merci, et puis maintenant, Alexandre, à vous. Merci beaucoup. Très bien, bonsoir à toutes et tous. Moi aussi, je vais remercier l'ensemble des institutions qui ont travaillé à cette invitation. Donc, Madame Sylvie Froux, pour le FRAC, avec Anne Cartel et Audrey Gaudin. À l'ESAM, c'est Arnaud Stinès et Julie Lenné. L'Artothèque, Patrick Roussel, et pour le Cargo, Jean-Marie Potier. Donc merci à tous pour cette invitation qui concerne donc, comme cela a été dit, le son, la question du son dans l'art, du son dans l'art contemporain. Alors, avec la rencontre de ce soir, je souhaiterais en fait poser une première question, puisque nous avons 4 rendez-vous. J'y reviendrai plus précisément dans un moment. Nous allons avoir 4 rendez-vous, et donc initialement, il faudrait poser peut-être 2 questions qui iront de concert, si je puis dire, ce soir. C'est-à-dire, pourquoi des artistes plasticiens, des peintres, des sculpteurs, des vidéastes, des photographes s'intéressent-ils au son, mais non seulement s'intéressent-ils au son, mais jusqu'à finalement en faire le médium et le matériau de leur création a priori visuelle. Et après tout, il n'y a aucune évidence à ce qu'un artiste du voir, du visible, du regard, se saisisse ainsi de la question de l'écoute comme centre d'intérêt plastique. D'autant que immédiatement, une autre question apparaît. Que veut-on dire par le mot son ? Est-ce de la musique ? Est-ce le bruit ? Est-ce la voix ? Et là encore, d'ailleurs, ce sont des termes sonores qui sont relativement indéfinis. D'autant que portés par les révolutions esthétiques musicales, en particulier du XXe siècle, ces termes eux-mêmes se sont constamment transformés et ouverts. Donc, sans revenir de manière trop didactique sur ce qui pourrait être une réponse à ces questions, il n'en demeure pas moins que, de façon lancinante, elles seront constamment présentes, non seulement ce soir, mais dans nos 4 rencontres. Toujours cette idée, finalement, quasiment hypnotique. Pourquoi s'intéresser au sonore quand on doit produire des images, et inversement, quelle est la nature ou quelle est la définition, l'approche que l'on doit donner de ce sonore. Alors, il est évident que l'histoire des arts plastiques est un vecteur essentiel pour comprendre pour approcher ces questions. D'une part, dès la seconde moitié du XIXe siècle, et puis les avant-gardes du XXe siècle ont largement contribué à ce que ces rencontres artistiques sonores soient possibles. Et d'une certaine façon, c'est avec cela que je commencerai la rentrée dans cet ensemble de conférences, dont je vous donne tout de même le déroulé, parce que je pense que c'est important, comme je le disais en amont, enfin, 4 conférences sur cette thématique, c'est même d'une certaine façon audacieux et ambitieux, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important dans la création contemporaine, et donner la possibilité de le développer de la sorte, c'est tout à fait
remarquable enfin, en tant que programme. En même temps, il faut condenser des préoccupations qui, comme vous allez le voir, sont extrêmement riches et denses. Donc il y aura une rencontre suivante le 25 février, et celle-ci portera sur l'image et le son, plus spécifiquement sur la peinture, la photographie et le film. Et donc, vraiment, l'interface sera abordée, c'est-à-dire en quoi l'image peut-elle être sonore et en quoi le son peut-il être visuel. Et j'aborderai également à ce moment-là la question de la photographie, parce que paradoxalement, la photographie qui n'est qu'une image nous renseigne énormément sur ce qu'est le son, qui a priori n'est pas iconique. Ensuite, nous nous retrouvons le 18 mars, et cette fois-ci, ce sera un état des lieux des pratiques du son dans l'art contemporain. Justement, la rencontre de ce soir devant inviter à une approche méthodologique et définitionnelle, ça nous permettra de savoir un peu de quoi nous allons parler, si je puis dire. Il sera temps alors de faire un état des lieux des pratiques, et comme vous le verrez, cela concerne aussi bien la question du corps que des machines, que de la radiophonie, que de la fiction, que du politique. Toutes ces pratiques dans l'art aujourd'hui sont à un moment ou à un autre traversées par la question du sonore. D'ailleurs, et j'y reviendrai, ce qui est remarquable aussi avec cette question, c'est que on arrive à un point qui est que le son dans l'art donne la possibilité d'une synthèse de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de l'histoire de l'art qui y échappe vraiment. C'est assez troublant quand on y pense. La dernière rencontre, le 4 avril, concernera évidemment la question de la musique. Musique contemporaine, musique expérimentale, musique improvisée, pop et post-rock. D'une certaine façon, c'est ce par quoi beaucoup d'artistes, enfin c'est l'entrée avec laquelle beaucoup d'artistes vont rentrer dans ce sujet, mais ce sujet est lui-même totalement revisité par la question de la visualité, et que cela soit les rencontres entre les musiciens et les artistes, la question de la partition, des instruments de musique, l'histoire des pochettes vinyles, sont autant d'éléments entre son et image qui donnent non seulement à repenser l'iconographie, mais aussi la musique elle-même. Voilà, donc un programme qui vous est proposé autour de cette question donc du son dans l'art, et elle-même, comme je le disais en amont, de façon lancinante, qui constamment sera habitée par cet intérêt. Pourquoi des artistes plasticiens s'intéressent-ils au son, et inversement, que veut dire ce mot aujourd'hui au XXIe siècle? Une autre question, de fait, qui apparaîtra et qui, moi, m'intéresse énormément, c'est en fait la terminologie. Quel terme employer pour parler de ce corpus d'œuvres d'art? Et donc, c'est aussi avec cette thématique que je conclurai cette rencontre de ce soir, finalement une approche, sinon définitionnelle, en tout cas un terme générique qui pourrait recouvrir cette aventure des arts plastiques et de la musique. Car le corpus d'œuvres que constituent donc le son, la musique et les arts plastiques est extrêmement hétérogène et varié. Et donc toutes les précautions méthodologiques que je viens de prendre, elles obéissent aussi à ce qu'est cette extraordinaire variété des œuvres. Alors pour vous la présenter en amont, et puis nous allons ensuite la préciser tout au long de nos rencontres, voyez par vous-même, si je puis dire. Quoi de commun entre, par exemple, Impression 3, concert de Vassily Kandinsky en 1911, qui est une œuvre qui s'intitule Concert et qui est elle-même construite autour de l'idée musicale de la peinture, en tout cas l'idée d'une énergie musicale qui sert à la construction picturale. Et puis, Rock My Religion de Dan Graham, donc une vidéo qui met en perspective à la fois des concerts de rock et également des trans mystiques du XVIIIe, du XIXe siècle. L'un et l'autre allant de pair dans cette vidéo expérimentale donc de Dan Graham. Dans le même corpus, nous retrouverons également The Dream House de Lamonte Young et Marianne Zazela.
fois-ci, c'est évidemment des artistes de la famille Fluxus, qui, dans une grande pièce faite de néons roses, d'une moquette épaisse et d'un son minimal, invite donc les spectateurs à des moments méditatifs. Dans cette même histoire, nous rencontrerons également Echo et Narcisse de Christian Marclay. Christian Marclay, qui a fait ses études aux Beaux-Arts avant d'être connu sur la scène post-punk à New York, et ensuite qui a eu une carrière de vidéaste et de plasticien à laquelle il était formé en amont, qu'il a très largement fait connaître. Il joue beaucoup avec des disques, des bandes magnétiques, des cassettes audio. En l'occurrence ici, c'est la version d'Echo et Narcisse avec des disques compacts. Dans la même histoire, nous allons retrouver Plight de Joseph Beuys, une œuvre majeure qui est constituée, une œuvre assez monumentale, qui est constituée d'un piano et donc d'une grande installation. La pièce est constituée de rouleaux de feutre, la couverture avec laquelle Beuys a beaucoup travaillé, ce qui a la caractéristique de créer une espèce de chambre sourde. Le son y est bloqué et le spectateur entend les moindres frémissements de son corps lorsqu'il se promène autour d'un piano. Instrument de musique, s'il en est. Nous pouvons continuer avec un artiste contemporain, Dominique Petitgand, qui fait des installations, des œuvres d'art qui sont des fictions, mais pas radiophoniques, qui vraiment existent dans l'espace de la galerie, et toutes construites autour de la spatialisation des enceintes, qui vont justement diffuser de manière extrêmement précise les sons tels qu'ils le souhaitent. Nous retournons à Fluxus avec une performance de Charlotte Morman en 1976, et nous terminons ce très court panorama, mais qui juste aimerait vous faire sentir en amont de nos rencontres la diversité extraordinaire de pièces qui sont retrouvables autour de cette question. C'est Cécile Le Tallec, et qui donc a réalisé une installation ici avec des instruments de verre et également une volière. J'aurais beaucoup à dire sur l'attrait que les oiseaux ont eu pour les artistes et les musiciens. Bref, quoi de commun donc quand chaque œuvre à sa façon traite ainsi des rapports entre la visualité, le plastique, le sonore et la musique. Je vous proposerai donc pour notre première rencontre 2 actes de réflexion pour mieux définir ces rapports. Le premier, l'histoire de l'art, et en particulier celle des correspondances et des avant-gardes historiques qui ont construit notre sujet. Ensuite, la relation que j'aborderai de manière un peu rapide, mais elle est formidablement stimulante, alors vous verrez finalement dans la vélocité avec laquelle je vous la présenterai au moins un effet miroir de j'espère, de son inventivité entre la création artistique et les bouleversements de l'histoire musicale. Puis je prendrai un exemple pour aller plus loin tout de même sur ce sujet. Je prendrai un exemple peut-être un peu inattendu qui est celui de l'esthétique des haut-parleurs dans l'art contemporain. Donc commençons par la question des correspondances. Quand commence-t-elle l'histoire de ces passages entre les artistes visuels et le monde sonore ? Dans La caverne de Platon, écrit Dominique Noguès, dans L'oreille voit mais l'œil aussi, le cinéma est parlant. Les porteurs de figurines qui passent derrière les prisonniers et font les ombres, précise en effet Socrate, parlent ou se taisent. Bref, dès la première et la plus fameuse allégorie occidentale de la connaissance, la vue et l'ouïe, sens roi, sont associés. Fin de citation. Constitutif de la traversée des frontières sensorielles, de l'essai de recul et d'effacement des limites qui marquent la différence entre les arts plastiques et les territoires sonores, les correspondances entre couleurs et sons, formes et musiques, ouvrent donc depuis l'âge classique une voie liminaire inconsciente et féconde à l'histoire des arts. Pour prendre un bel exemple, parmi tant d'autres, je citerai le philosophe Gilles Deleuze à propos de la conception du cri qu'avait le peintre Francis Bacon. Je cite : « Pourquoi Bacon peut-il voir dans le cri l'un des plus hauts objets de la peinture ? Peindre le cri. Il ne s'agit pas du tout de donner des couleurs à un son particulièrement intense. La musique, pour son compte, se trouve devant la même tâche, qui n'est certes pas de rendre le cri harmonieux, mais de mettre le cri sonore en rapport avec les forces qui le suscitent. De même, la peinture mettra le cri visible, la bouche qui crie, en rapport avec les forces. »
Ce qui compte donc pour l'artiste, c'est de dépasser la notion de cri en musique ou en peinture pour en explorer l'intensité. Or, cette liaison structurelle entre deux sens, la vision, l'écoute, qui prend forme dans le cri, mais cela pourrait également être dans la voix ou dans le chant, connaît une impressionnante fortune dans des peintures annonçant une modernité. Le massacre des Innocents de Poussin, vers 1628. Francis Bacon tenait cette œuvre pour la plus grande expression du cri qui fut peinte. Le cri d'Edvard Munch en 1893, œuvre majeure de l'expressionnisme. Guernica de Pablo Picasso en 1937. Figurer la voix ou le cri, donc, évoque la tentation sonore de l'art, mais aussi le silence en peinture, auquel renvoient ces situations figurées dans un tissu crypté de correspondance ou d'articulation sémiologique. À cet égard, on notera que souvent et étrangement, le passage d'une période artistique à une autre, d'une avant-garde à une autre, bref, les ruptures artistiques, se sont faites avec la figuration d'un cri en peinture. Il y a un très belle remarque de Jean-Luc Godard à ce sujet dans l'histoire du cinéma. Il a une formule à propos de Chanteuse de café d'Edgar Degas, qui a été peint en 1878, c'est-à-dire à la veille de l'invention du cinéma. Et voilà ce que dit Godard. La peinture moderne, c'est-à-dire des formes qui cheminent vers la parole. Donc il voit dans cette peinture, finalement, déjà la peinture moderne et déjà le cinéma. Parce que forcément, il fallait que les formes, elles cheminent vers la parole, parce que la parole, c'était déjà quelque chose du cinéma. Dans l'image, bien sûr. La représentation du son dans la peinture serait alors une préfiguration de cette étrange synthèse et fusion que sera le rapport audiovisuel du cinéma. Alors, cette introduction avec le cri ou le chant en peinture fait apparaître une première entrée dans l'histoire des correspondances, mais la philosophie en est également une autre. De Platon et d'un monde des idées où les couleurs et les sons aspireraient à se répondre, au vers explicite du poète latin Horace, ut pictura poesis erit, la poésie ressemble à la peinture, du Laocoon de Lessing en 1766 au langage de l'art de Nelson Goodman, la comparaison des arts et des ordres sensoriels, la vue, l'écoute, le tactile, propose non seulement une réflexion sur la transdisciplinarité, mais aussi sur les particularités de chaque médium et de chaque art. Alors, le Laocoon de Lessing. J'insiste toujours beaucoup sur cette œuvre et sur cette histoire car je la trouve passionnante et très révélatrice. En 1766, Lessing, qui est un dramaturge et un auteur de théâtre allemand, donc au milieu du XVIIIe siècle, réfléchit sur la figure mythologique du Laocoon. Alors le Laocoon, c'est un mythe et c'est également un corps sculpté d'un père qui est tué avec ses fils car il avait défié les dieux. C'est ce que représente la sculpture terrassée par les dieux. Et alors pour cela, il compare les deux représentations qu'il possède du Laocoon. La première, c'est ce qu'en dit le texte d'Homère, qui relate cet épisode de la guerre de Troie. Et l'autre, c'est la sculpture elle-même, qui date de plus ou moins un siècle avant Jésus-Christ et qui fut découverte au XVe siècle et qui est à l'entrée du musée du Vatican à Rome. À partir de là, Lessing va créer les débuts d'une esthétique comparée, car dans son livre, le Laocoon, il va justement essayer de comprendre ce que la poésie dit de ce mythe et en même temps, parallèlement, ce que la sculpture dit de ce mythe. Il va à la fois essayer de voir les points de rencontre inévitables, puisque le point de départ est le même, et en même temps, les différences. Si bien qu'au XVIIIe siècle, nous avons véritablement un premier traité d'esthétique comparée qui dit ce qu'est la poésie, parce qu'elle n'est pas la sculpture, mais en même temps, qui dit ce qu'est la sculpture en liaison avec la poésie. En définissant les propriétés de chaque médium, pour parler avec des mots d'aujourd'hui, qui ne sont évidemment pas ceux de Lessing, mais dans l'esprit, c'est déjà un peu ça qu'on peut voir, Lessing construit des passages entre eux, une forme, pourrait-on dire, de transesthétique avant l'heure.
Dès lors, parmi les auteurs qui ont débattu de cette question, Diderot au XVIIIe siècle met en relation les sens de la vue et du toucher, puis, dès le début du XIXe siècle, Jean-Paul et Goethe interrogeront les correspondances dont le romantisme saura perpétuer la tradition. Avec par exemple Allégorie de la musique profane, en fait ce sont 3 dessins de Caspar David Friedrich, 3 dessins, donc Allégorie de la musique profane, c'est celui que vous voyez, Allégorie de la musique céleste et Allégorie de la musique religieuse. Donc ces 3 dessins vont servir à l'élaboration d'un diorama. Diorama, c'est la reconstitution d'une scène historique ou même religieuse en volume, au moins pour le sujet principal, placé au centre de la scène. Donc ces 3 dessins sont préparatoires à ce diorama. Et Friedrich conçoit un objet destiné à la cour de Russie qui illustre la synthèse des arts habitant le projet romantique, où la nature sur dessin apparaît comme un reflet de la puissance cosmique. Le symbolisme continuera cette expérience sensorielle quand pour Charles Baudelaire, vous le savez évidemment, le projet des correspondances, dans un sonnet fameux, est associé à la création même de ce sonnet où, je cite, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Toutefois, ce serait très intéressant sur cette question des correspondances de distinguer une verticalité mystique des correspondances de la réversibilité horizontale des synesthésies. Les exégètes de ces sujets font une différence entre les correspondances et les synesthésies, voyant évidemment la dimension cosmique à laquelle pourraient, dans certains cas, prétendre les correspondances, tandis que les synesthésies seraient une construction de réversibilité de signes, une horizontalité, qui se jouerait plus dans la communication, et c'est d'ailleurs l'interprétation que l'on a encore d'un grand écrivain qui s'est passionné pour ces questions de relations entre l'image, le son, le texte, c'est James Joyce, avec Ulysse, car, et là, de ce point de vue, plus des synesthésies qui font rentrer dans l'avant-garde de ce texte, que ce soit donc dans Ulysse de Joyce ou dans Finnegan's Wake, qui a par ailleurs été adapté d'un point de vue musical par John Cage. Mais revenons à l'histoire de l'art moderne et contemporain, car lorsque l'on s'intéresse aux origines de l'art abstrait, c'est-à-dire à l'abandon plus ou moins progressif de la figuration par la peinture, il est avancé 2 hypothèses pour en repérer les origines, et c'était notamment les arguments avancés par l'exposition aux origines de l'abstraction au musée d'Orsay en 2003. Origines de l'abstraction qui convoquait les années 1914. Donc le premier repère donc, pour cet abandon progressif de la figuration par la peinture est constitué des découvertes scientifiques sur l'optique, la géométrie, le chromatisme et la nature du mouvement. Et puis, les seconds repères seraient constitués du son, de la musique, de l'écoute, qui développent une autre approche picturale que celle de la seule imitation. Ainsi, la peinture de Franciszek Kupka, Les touches de piano, le lac, qui date de 1909. Le regard y passe du clavier d'un piano au premier plan, aux couleurs de l'eau du lac, dans une espèce de fondu enchaîné à l'échelle de la bidimensionnalité de la peinture, créant dès lors un espace virtuel qui est le tableau lui-même. Alors déjà, le célèbre peinture de Kupka, La gamme jaune, invitait à l'éloge d'un monde polysensoriel à l'œuvre dans la peinture. C'est en cela qu'il avait travaillé toutes ces nuances de jaune, la polysensorialité. Mais dans les touches de piano, le lac, l'expression est plastique et poétique, rhétorique et esthétique. Elle réfléchit le principe pictural au regard de la musique. Pareillement, dans Fugue de Vassili Kandinsky en 1914, cette peinture apparaît comme l'expression du vocabulaire mitoyen que partagent peinture et musique. Le peintre y voyait, selon sa propre expression, l'ordre polyphonique du tableau. Donc là, c'est clairement exprimé. En effet, Kandinsky, ayant simultanément découvert en 1896 à 30 ans la musique de Wagner et la peinture de Monet, explore dans son œuvre la secrète harmonie musicale des formes picturales qu'il exposera ultérieurement dans son traité du spirituel dans l'art. La justesse d'une fabrique harmonieuse basée sur le rapport entre peinture et musique
communique alors sur des principes de dynamique, de rythme, de vibration, d'accords, de sensation, de modulation, de traits ou de couleurs, de gamme et de nuances, pour activer la dynamique intérieure et inaugurer la dimension expérimentale de l'art moderne. Alors, je terminerai toutefois cette question des correspondances par l'importance du mot dans la perception musicale et sonore d'une peinture, car les correspondances entre les arts résultent également de leur part linguistique. La rhétorique, le titre ou la légende, donc, figure ou active le trait d'union du rapport entre peinture et musique. En ouverture de son texte à la recherche de la musique jaune, René Bloch, galeriste et commissaire d'exposition allemand, inventorie des titres d'œuvres significatifs pour notre sujet. With Hidden Noise, de Marcel Duchamp, en 1916. La musique est comme la peinture, de Picabia, vers 1915-1920. Dans le style de Bach, de Paul Klee, 1919. Jazz, de Man Ray, 1919. Broadway Boogie Woogie de Mondrian en 1942. Alors, il y a évidemment dans chacune de ces toiles la représentation plastique et ce qu'elle donne à imaginer qui figure la musique ou le son. Mais aussi, il y a l'intervention active du mot, du titre, qui oriente en ce sens la perception du spectateur. Non seulement l'effet du mot sur l'imaginaire fonctionne par association d'idées, mais aussi par leur détournement. Les formes, les traits, taches, couleurs intègrent, grâce au mot, l'espace figuré où mentalement, ils sont traduits en son. Et cette dynamique linguistique est également essentielle pour la part cognitive de la perception sonore d'une image. On imagine un son dans la peinture aussi à partir de son titre, du mot, qui en oriente la perception. C'est comme un fléchage, une signalétique. L'image, par son titre, par le mot, nous dit « penser le son en me regardant ». Ça nous renvoie d'ailleurs à certains égards à une conception du cinéma, car bon, j'y viendrai la fois prochaine, je parlerai beaucoup de la question du cinéma, mais et là aussi d'un point de vue godardien, le cinéma, c'est de l'image, mais tout autant du son et tout autant du texte. Et en fait, nous nous retrouvons dans une myriade de signes qui fonctionnent toujours ensemble pour produire un effet mental. J'ai donc insisté sur les correspondances entre les arts, et notamment entre la peinture et la musique, comme première source d'une histoire du son dans l'art contemporain. Correspondances qui trouvent notamment leur origine dans la philosophie de Platon, dans une mystique romantique, puis symboliste, puis dans le projet abstrait de l'art moderne. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que c'est forcément à l'œuvre dans toutes les œuvres d'art d'aujourd'hui, mais c'en est, disons, ça participe de l'archéologie dynamique. Et je conclurai donc avec une citation sur ce sujet de Jean L'Auxerrois dans le livre collectif de la différence des arts. Il y aurait du côté de l'analogie liée à la tradition théologique une mauvaise correspondance qui n'a en fait jamais fonctionné et n'aura pu aboutir qu'à l'idéologie théâtralisante, peut-être totalitaire, dirait Adorno, de l'œuvre d'art totale. Et il y aurait une bonne correspondance, vraiment baudelairienne celle-là, c'est-à-dire poétique, qui ouvrirait sur la différence comme principe du sens de l'art et du rapport entre les arts. Seule cette dernière serait à même d'ouvrir au sens de la limite, au jeu de la différence immanent au travail de l'œuvre, où se constituerait le rapport de l'art et du rien, le rapport de chaque art à soi et aux autres arts. Alors, le deuxième élément important pour construire notre projet, notre sujet du son dans l'art, ce sont évidemment les avant-gardes artistiques. Elles sont d'autres repères à une histoire du son dans l'art saisis donc au fil du temps. Et en l'occurrence, j'aborderai le futurisme, le dadaïsme et Fluxus. Alors nous parlerons la fois prochaine de la photographie et du cinéma qui sont également des préludes essentiels à cette aventure sonore des arts. Mais pour ce soir, cette petite archéologie des arts sonores traitera avec le futurisme et le dadaïsme, ou plutôt Kurt Schwitters, des avant-gardes historiques de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire se déroulant dans les décennies 1910-1920, puis avec Fluxus, qui apparaît au début de la décennie 1960,
des mouvements d'après-guerre qui ont donc contribué à la maturité ou à l'éclosion de ce corpus des œuvres d'art sonore. À l'orée du XXe siècle, le Nouveau Monde était technique, donc sonore. Comme l'esthétique de la ville ou de la vitesse, celle du son participait d'une écriture de la modernité et de son avènement, tel que Luigi Russolo les a notamment précisés en 1913 dans son livre L'art des bruits. Le son y devient le signe avant-coureur d'une articulation entre l'art et une société nouvelle. Dans cette perspective, l'artiste appréhende en effet sa création comme une rupture irrévocable avec le passé et comme intimement liée par une symbolique de la technique et de l'économie à la société à laquelle elle ressortit. Alors je vais faire différentes citations de Russolo, toutes sont extraites de son livre L'art des bruits. Et c'est absolument admirable de penser à ce qui a été écrit il y a plus d'un siècle sur la question des techniques et du son, tel que nous pouvons le lire aujourd'hui, donc en 2019. Cela a été publié en 1913. Donc, première citation. « La vie antique ne fut que silence », écrit Luigi Russolo. C'est au XIXe siècle seulement, avec l'invention des machines, que naquit le bruit. Aujourd'hui, le bruit domine en souverain sur la sensibilité des hommes. Durant plusieurs siècles, la vie se déroulant en silence ou en sourdine. Les bruits les plus retentissants n'étaient ni intenses, ni prolongés, ni variés. Puis il précise et développe tout à la fois le caractère de nouveau médium musical que recouvre le son en liaison avec la modernité technique, machinique, urbaine. Donc, nouvelle citation. Aujourd'hui, l'art musical recherche les amalgames de sons les plus dissonants, les plus étranges et les plus stridents. Nous nous approchons ainsi du son-bruit. Cette évolution de la musique est parallèle à la multiplication grandissante des machines qui participent au travail humain. Dans l'atmosphère retentissante des grandes villes, aussi bien que dans les campagnes autrefois silencieuses, la machine crée aujourd'hui un si grand nombre de bruits variés que le son pur par sa petitesse et sa monotonie ne suscite plus aucune émotion. Et puis ensuite, il fait littéralement un projet esthétique, musical et sociétal autour de cette question. Je le cite à nouveau. « La variété des bruits est infinie. Il est certain que nous possédons aujourd'hui plus d'1 millier de machines différentes, dont nous pourrions distinguer les 1000 bruits différents. Avec l'incessante multiplication des nouvelles machines, nous pourrons distinguer un jour 10, 20 ou 30 000 bruits différents. Ce seront là des bruits qu'il nous faudra non pas seulement imiter, mais combiner au gré de notre fantaisie artistique. » Or, dans la même acception de modernité technique, le son, c'est fondamentalement l'objet qui l'enregistre, le conserve, le diffuse. C'est le support qui permet de le transmettre ou d'en suivre la mobilité, pour finalement le représenter virtuellement. C'est l'instrument de musique, aussi, que Luigi Russolo détruit pour le réinventer en utopie. Alors nous verrons à quel point plus tard ce type de conception esthético-utopique est importante pour la question des arts sonores, mais ils n'y sont pas encore. Russolo donnera en l'occurrence à l'instrument de musique une autre configuration sonore et plastique, à l'instar des Zintona Rumori ou bruiteurs, machines utopiques, fantastiques, que l'on peut voir ici, excroissance organique de l'ère urbaine qui promeut la variété sonore. Donc, nous sommes le 2 juin 1913 à Modène, et Russolo va présenter et faire fonctionner les appareils bruiteurs qu'il avait inventés et construits avec le peintre Ugo Piatti. Le premier concert avait lieu le 11 août à la Maison Rouge de Milan. 4 réseaux de bruit ayant pour titre Réveil de capitale, Rendez-vous d'auto et d'aéroplane, On dîne à la terrasse du casino, Escarmouche dans l'oasis, étaient ainsi conçus pour 15 appareils bruiteurs qui ont des noms absolument merveilleux, et ça nous renvoie d'ailleurs à aussi en sous-main cette présence du mot dans l'expérience sonore. C'est quelque chose qui traverse aussi constamment l'expérience du son. C'est-à-dire à un moment, il y a cette question du mot qui apparaît, tout comme d'ailleurs dans l'image, la formulation du visuel devient un enjeu poétique, philosophique, utopique. Donc les appareils bruiteurs s'intitulent les bourdonneurs, les éclateurs, les tonneurs, les siffleurs, les bruisseurs, les glouglouteurs, le fracasseur, le stridenteur et le renacleur. Et donc nous allons écouter 3 minutes de ce bel ensemble.
Donc, pour les futuristes, le son était l'expression de la dynamique d'un nouvel espace machinique, une nouvelle technique dont Russolo nourrit sa musique. Et de ce projet, il donnera en 1930 une définition transdisciplinaire qui est assez troublante et qui préfigure en creux la musique concrète de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry, dans la mesure où elle se laisse aborder par le biais de ses propres outils et de ses propres matériaux, en désignant tout à la fois le son comme un médium d'avenir et pressentant par là même l'avenir du médium pour lui-même. Je le cite, « Les arts plastiques ont poussé au maximum de l'intensité les moyens d'expression de la technique. L'architecture surtout nous a donné de cela au courant des années dernières un exemple évident en employant les nouveaux moyens de construction qui lui sont offerts par le fer et le ciment armé. Toutes les matières ont été éprouvées, employées et maîtrisées comme moyens d'expression intérieure. » Et donc, on a cette très belle formule, c'est-à-dire des matériaux éprouvés comme moyen d'expression intérieure, qui donne aussi l'impression que, un peu comme des signes avant-coureurs d'une modernité ontologique qui réfléchirait sur l'art pour lui-même et sur le médium pour lui-même. Donc, Russolo les voit déjà dans le son et dans le médium sonore. Alors, l'autre étape importante, incontournable, pourrait-on dire, de cette histoire dans les avant-gardes, c'est la Ursonate de Kurt Schwitters. Alors, pour Raoul Haussmann, Kurt Schwitters était, je cite, l'inclassable changeur du monde. À ses débuts, à Hanovre, où Kurt Schwitters naît en 1887, la peinture lui forge une réputation solide de portraitiste quand il se rapproche, dès 1918, du dadaïsme, sans pour autant participer pleinement aux activités d'un mouvement dont il reste, paradoxalement, l'un des artistes majeurs. Il devient alors l'inventeur de Merz, M-E-R-Z, un nom qu'il compose lui-même et qui se distinguera toujours du strict dadaïsme. Voilà comment définit-il Merz. Alors, mes citations, cette fois-ci, sont extraites en partie du catalogue important que le Centre Pompidou avait édité dans la collection classique du XXe siècle, en 1994. Fin 1918, je me rendis compte que toutes les valeurs n'existaient qu'à cause des rapports qu'elles entretiennent entre elles et que se limiter à un matériau était étroit et mesquin. C'est à partir de ce savoir que j'ai créé Merz, d'abord comme la somme de genres artistiques individuels, la peinture Merz, la poésie Merz. Le théâtre Merz part du genre esthétique pour se fondre dans l'œuvre d'art totale. Ma dernière ambition a réuni l'art et le non-art pour former le tableau universel total Merz. Alors, Schwitters réalise, avec les années 1922-1923, des œuvres constituées d'objets qui participent d'un constructivisme Merz, auquel il donne le terme de monstructivisme. Ainsi, la peinture figurative ou le collage et sa technique le conduisent à des assemblages où des matériaux hétérogènes sont utilisés. L'inventivité formelle de Schwitters, qui était typographe par ailleurs, convoque de multiples applications de la typographie, donc à l'architecture ou à la construction du Merzbau, atelier, dérision, œuvre d'art totale. C'est un projet très dense, toujours novateur, dont la contribution à l'art du XXe siècle, au même titre que celle de Marcel Duchamp, reste déterminante. Mon objectif, écrit Schwitters en 1927, est la participation harmonique de tous les domaines artistiques, car chaque domaine apprend et s'enrichit par l'autre. Fin de citation. Dans la fécondité d'une telle acception de la création artistique qui joue de transdisciplinarité, d'échange, mais aussi de transgression, la musique apparaît. Elle fait partie intégrante de Merz. Comme ses contemporains, Kandinsky ou Klee, Kurt Schwitters reste préoccupé par les distinctions simples et les rapports fins qui existent entre ces deux arts. Et là encore, on voit en creux de véritables définitions, ou en tout cas tentatives de définition de cette nouvelle pratique et de ces nouveaux médiums mis ensemble. Je le cite dans une lettre
pardon, je le cite toujours dans ce catalogue, la musique utilise le temps pour y composer ses sons, écrit-il en 1927, la peinture utilise l'espace pour y composer la couleur. Oui, des remarques simples, mais qui en même temps, d'un point de vue poétique, d'un point de vue de l'esthétique de la création, sont tout à fait stimulants. Avant de préciser la même année, dans la musique, c'est le son qui se déplace, l'oreille reste immobile, dans la peinture, la surface reste immobile et l'œil se déplace. Donc dans la lignée des textes classiques, comme le Laocoon de Lessing, dont nous avons déjà parlé, mais dans la lignée de ces textes qui distinguent les spécificités de la peinture de celles de la poésie ou de la musique, à travers la relation que l'une et l'autre entretiennent avec l'espace et avec le temps, le paradoxe de la remarque de Schwitters, c'est qu'elle rapproche en séparant. En effet, distinguer ainsi la musique de la peinture, non seulement détermine leur nature en propre, la spécificité de chaque médium, mais aussi fait participer leur association à une possible utopie expérimentale. Et c'est alors que Kurt Schwitters va créer la Ursonate, ou sonate en son primitif, qui emprunte la structure d'une sonate traditionnelle et la transforme en poésie sonore et abstraite. Laszlo Moholy-Nagy traduira ce titre kaléidoscopique par sonate primordiale. Jean Harpe lui préfère le terme de présyllabique. Sa création commence en 1921 pour s'achever en 1932, lorsque l'artiste la publie dans le numéro 24 de la revue März. Ce poème sonore est aussi une partition où compte la typographie, la mise en page, l'édition. Je cite Kurt Schwitters dans une lettre du 16 septembre 1926. « Car ma sonate n'est peut-être pas un objet isolé. Haussmann, Zara et d'autres ont créé de courts poèmes du même genre. Moi-même, je travaille depuis longtemps déjà à une nouvelle poésie vocale qui ne doit cependant pas prendre la forme stricte de la sonate. Je pense que le livre sera un travail de chercheur et sera donc très important. Je suppose que l'humanité dans son ensemble finira à la longue par ne plus se laisser imposer de passer par la moulinette du quotidien. On réclamera de l'art à grands cris. » Avant d'être une partition, la Ursonate est une matière sonore que Schwitters récite lors de soirées Dada ou März. Avec quel élan irrésistible il chantait, écrit Jean Harpe dans Jour et Feuillet, des lectures de Schwitters. Il triait, il murmurait, il grasseyait, il jubilait, sa sonate présyllabique, jusqu'à tirer ses auditeurs hors de leur peau grise. Alors c'est évidemment une pièce importante et je vous propose de l'écouter. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Der Bebe, Fünfbe, Bebe, Fünfbe, 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 Zeu, Pegif, Wie, der Sindri im Pittuto, Juka, Rinzeke de Baby Hinskermu, Ziu Rinskermu, Racket Baby, Rum, To, Ziu Hinskermu, Ziu Rinskermu, Racket Baby, Racket BC, Fums Bave Teu, U, T, T, V, B, Fums, O, B, 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 O, C, 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 O, Rinzakata B, B, O, Nta, Nta, O, Lanketorgel, oka, 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 Lanketorgel, pi, 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 tsuka, 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 Lanketorgel, rum, rum, Lanketorgel, tiulen, tre, lum, tum, tre, Lanketorgel, rum, tum, to, Lanketorgel, tiulen, tre, lum, tum, tre, Lanketorgel, oka, 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 Lanketorgel, pi, 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 tsuka, 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 Lanketorgel, rum, rum,
Lanketorge. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu a. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu o. Tiu iu, tiu au, tiu iu. Lanketorge. Oka, 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 oka. Lanketorge. Pi, tjuka, 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 tjuka. Lanketorge. Rum, rum. Lanketorge. Tiulen trö, lum, dum, trö. Lanketorge. Rum, to. Lanketorge. Tiulen trö, lum, dum, trö. Lanketorge. Oka, 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 oka. Lanketorge. Pi, tjuka, 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 tjuka. Lanketorge. Rum, rum. Lanketorge. Voilà, la Hors-sonate, ou sonate de son primitif, hein, de Kurt Schwitters. Alors, les conséquences de cette œuvre sont doubles, hein, tant du point de vue des arts plastiques, hein, évidemment, avec ensuite cette histoire du son dans l'art qui ne cessera de se développer, que de la poésie sonore, où juxtaposition de sons, accélération, ralentissement, surimpression, écho, combinatoire, implique dans la lecture et dans la récitation une approche du langage que détermine le seul son. Alors, la poésie sonore, donc, c'est si on s'en réfère aux travaux d'Henri Chopin, dans son livre Poésie sonore internationale, donc, qui en est une anthologie en 1979, une anthologie qui procède du manifeste d'ailleurs. La poésie sonore, c'est une action, enfin une procédure qui vise à désolidariser le langage du sens. C'est-à-dire que les mots sont utilisés non pas pour leur sens, mais pour leur sonorité seule. Et donc l'exploration de la potentialité du son du langage, indépendamment du sens, donc évidemment produit toute forme de court-circuit sémantique, hein, ça va de soi. Alors pour Henri Chopin, ce mouvement prend sa source précisément dans le dadaïsme avec Hugo Boll, Raoul Haussmann et justement la Hors-sonate de Kurt Schwitters, avant de rencontrer ultérieurement, à partir de la décennie 1950, les travaux entre son, texte et image de William Burroughs et Brian Gysin. Alors, la poésie sonore, depuis les avant-gardes historiques et à travers le lettrisme d'Isidore Isou et de Maurice Lemaître, puis la performance, croisera constamment les arts plastiques qui finalement seront finalement bien souvent sa surface d'intervention, de travail, d'accueil, sa zone élective de création. Donc, la Hors-sonate de Kurt Schwitters en était l'une des pierres angulaires dans l'histoire des avant-gardes. Alors, j'aborderai un peu la question de la poésie sonore dans les pratiques contemporaines, dans la mesure où j'aborderai la question de la radiophonie qui donc pose la question de la fiction, mais aussi la question forcément du langage et du mot comme matériau sonore en soi, une espèce de signe son. Alors je terminerai donc cette très rapide présentation des avant-gardes historiques par Fluxus. Donc, alors d'autres mouvements auraient été convocables, hein, comme par exemple le cubisme. C'est très intéressant de voir et d'étudier, mais j'y reviendrai certainement autour des instruments de musique, justement la place des instruments de musique très étrange dans le cubisme, ou le lettrisme. Mais je pense que j'en parlerai à nouveau autour de la poésie sonore. Quoi qu'il en soit, je vais parler de Fluxus parce que là, on est dans une autre période, on est dans l'après-guerre, dans la décennie 1960. Ce mouvement, vous le savez, est initié par Georges Maciunas, qui en invente le nom et qui traverse aussi bien les arts plastiques que la musique à travers la création d'événements, d'events, au sens de Georges Brecht, c'est-à-dire des partitions écrites, décrivant sommairement une démarche à suivre, et c'est combinatoire. Mais il y a bien sûr chez Fluxus de nombreux concerts, des performances, des publications graphiques, des sculptures, des ready-made, et des œuvres d'art au sens le plus ouvert qui soit. Entre vol en éclat des catégories de l'esthétique et art du quotidien, avec le groupe Fluxus, mouvement qui prolonge donc la pensée dadaïste et les principes du hasard, tels que l'énoncent Marcel Duchamp et John Cage, et qui vise à un renouveau sans appel de la production artistique, le son fera dès lors signe, à travers des supports d'enregistrement et de diffusion,
des disques vinyles, des cassettes audio, des transistors, des magnétophones, des combinés téléphoniques, des instruments de musique, des machines sonores improbables, dont la valeur plastique intègre l'espace de l'œuvre. Enfin, bien sûr, des performances seront très présentes ou sont associées, action de l'artiste et interactivité du public. Alors, j'ai préparé très sommairement, c'est juste pour vous montrer en fait la richesse de ces interventions, leur caractère extrêmement ouvert et improvisé. Puisque les performances de George Maciunas ou de Dick Higgins, du début du mouvement, convoquent une variété d'écritures sonores faites à travers différents objets musicaux, potentiellement musicaux, comme par exemple le piano. Le piano sera également très, très présent, la partition, et aussi à travers le collectif, la transgression, la destruction, le hasard et la dérision. On va retrouver très souvent la question du son et de la musique. Alors, je vais vous présenter un ensemble d'images. Si tout va bien. Parfait. Voilà, donc un petit panorama très rapide de Fluxus, de la musique chez Fluxus, de la question du sonore chez Fluxus. Et encore une fois, c'est plus pour vous montrer l'ouverture des possibles qui ensuite donnera accès finalement aux générations artistiques suivantes. Donc ici, nous retrouvons George Maciunas, Dick Higgins, Wolf Vostell, dans la performance de Philip Corners qui est fameuse, Piano Activities. On est à Wiesbaden en 1962, on est au tout début de l'aventure Fluxus. Et alors se produit donc une destruction méthodique du piano. Je reviendrai dans la section consacrée à la musique sur cette espèce d'étrange geste qui fait que de nombreux artistes ont finalement détruit des instruments de musique. Il y a une espèce de goût pour la destruction de l'instrument de musique chez les artistes plasticiens qui continue toujours de m'intriguer. Voilà, donc on a tout un ensemble de destructions diverses. Alors là, c'est la fameuse performance Danger Music de Dick Higgins. Alors, une petite remarque, ça me permet de faire une petite remarque bibliographique. Il y a évidemment, ce n'est pas l'objet ici de donner une bibliographie, mais parmi les textes qui vraiment sont vraiment très impliqués et très stimulants intellectuellement, il y a le texte que Michael Nyman, dont vous connaissez la musique parce qu'il a été le compositeur de Peter Greenaway dans les années 80, avant maintenant de se consacrer à des bandes-son pour le cinéma de qualité, mais disons peut-être moins centré sur le cinéma expérimental comme il a fait dans les années 70 et encore 80. Il était également musicologue et il a écrit un livre absolument stimulant qui s'intitule Experimental Music et qui est en fait une très longue variation sur 4 minutes 33, Silence de Cage. Et ce texte justement explore la question de la musique expérimentale des années 60-70 et il parle des performances de Dick Higgins, de ces Danger Music comme une tentative de s'insinuer dans une baleine vivante. Alors, Nam June Paik, vous connaissez les travaux je dirais des années 90, par exemple, comme celui-ci, c'est-à-dire quand il va travailler avec des moniteurs vidéo ou même des postes de radio, construisant véritablement des installations. Mais il a aussi travaillé avec des disques vinyles, dans Box for Zen, Serenade, en 1963, où c'est un disque qui fait partie d'un ensemble d'objets rebus dans une valise. Et puis, bien sûr, ce sont ces installations vidéo qui sont très importantes du point de vue du son qu'elle suggère, et également de la relation qui témoigne de la relation qu'il a avec Charlotte Moorman. Voilà, donc Charlotte Moorman,
ils se sont accompagnés. Et donc, au moment de sa disparition, à la fin des années 90, donc il fait une très belle installation au musée d'art contemporain de Lyon qui s'intitule Discover Charlotte from a Tape of the 60s. Et c'est un ensemble de documents, d'installations vidéo sur leur histoire et la manière avec laquelle il filmait, où il crée des installations quand Charlotte Moorman était elle-même musicienne. Alors ici nous avons parmi ces documents par exemple Nam June Paik et Charlotte Moorman avec le petit robot, hein, le CAC 456. Donc ça a été photographié en 1964. Vous avez ensuite les performances de Charlotte Moorman comme Opéra Sextronique en 1967 ou TV Cello vers 1974. Donc Charlotte Moorman était une violoncelliste venue du champ de la musique classique, mais toujours au bord du vacillement, de la rupture, et qui transgresse et renverse continuellement l'espace scénique et musical en une forme d'invention plastique. Je vais citer Jean-Paul Fargier à propos de TV Cello. Jean-Paul Fargier qui est un historien de la vidéo. Elle émet et elle reçoit, son corps est un territoire d'images instantanées, c'est le circuit fermé le plus ouvert possible, tout est là sous nos yeux, le réel est son image, et même nos yeux si les caméras les filment. Alors, bien sûr, John Cage, grand compositeur essentiel pour l'aventure de Fluxus, j'y reviendrai dans un moment, mais Cage est également un plasticien. Et donc il y a par exemple une installation comme 33 tours et demi, qui est une mise en scène de tourne-disque, où il délègue aux spectateurs, également auditeurs, la part aléatoire de la manipulation des électrophones, et à travers elle finalement la production même des sons, qui est alors donnée au public. Et puis ici nous avons Mozart Mix. Alors vous avez compris le principe, hein, puisque c'est en fait une mise en espace de magnétophone et de cassette audio, qui est cette fois montrée, comme l'envers de la scène. Et à l'instar du titre de cette pièce, le dispositif de ce matériau d'enregistrement est mis en abîme par le texte qui l'accompagne, Music Without Horizon Soundscape That Never Stops. Voilà, constituant donc, finalement, les mots constituent le titre Mozart Mix. Parce que le Mozart Mix, c'est aussi un mix de mots, de lettres. L'acte d'écoute, il reste à reconstituer, à énoncer et à jouer. Voilà, et puis je termine rapidement parce que le temps passe et donc il faut quand même il faudrait que j'en arrive à ma troisième partie. La Dream House de la Montée-Young et de Marianne Zazela, donc c'est une œuvre qui a été évolutive de 1962 à 1990, même si évidemment elle est toujours montrée. C'est un environnement de musique continue qui apparaît comme un organisme monumental et feutré, sans début ni fin, un volume de l'utopie musicale. Des sons atmosphériques et aériens enveloppent le spectateur dans un confort labyrinthique de néons roses et de moquettes épaisses, de sculptures minimales installées au mur. C'est une espèce de figure du parcours intime et clandestin de l'écoute du spectateur, d'expression de la philosophie extrême orientale aussi, à laquelle Dream House se réfère avec ses notes minimalistes tenues à l'infini, qui semblent figurer un espace et un temps potentiel. Et à son sujet, je citerai Dan Graham dans ses conversations avec Éric de Bruyne. Dans les deux cas, alors il parle à ce moment-là du livre Steve Reich et la Montée-Young, mais ensuite ce qu'il va dire concerne la Montée-Young, la musique semble venir non seulement de l'intérieur de la tête, de ton propre processus perceptif, mais encore, en particulier chez la Montée-Young, le son rebondit contre les parois et l'architecture lorsque tu te déplaces. Tu es en fait à l'intérieur de la production du son par l'architecture comme de ton propre processus perceptif. Le son est matériel, la musique de la Montée-Young procède de la matérialité que John Cage voulait atteindre, elle ajoute juste du temps. C'est un très bon critique, Dan Graham. Alors, évidemment, dans le cadre de Fluxus, il aurait fallu citer Joe Jones et ses Music Machines, Wolf Hostel, Milan Knisak et ses disques cassés, ses Broken Music, j'y reviendrai bien sûr quand on parlera des vinyles, Yoko Ono ou Esther Ferrer, et puis bien sûr Joseph Beuys. Bon, je reviendrai, disons, de manière ponctuelle sur certaines de ses œuvres, Beuys notamment avec les instruments de musique. Quoi qu'il en soit, si les artistes Fluxus dans cette série lacunaire et fragmentaire d'exemples d'œuvres sonores traversent une telle variété d'actions et de performances, parce qu'il y a aussi la création d'affiches, très importantes, de partitions, d'objets, de graphismes, donc, de vidéos, d'enregistrements sur disques et cassettes audio, de photographies, d'événements bien sûr.
Bref, si les artistes Fluxus impliquent cette présence sonore dans leur œuvre, c'est que l'utilisation du son procède de leur projet. Recul des limites des arts et une communication incessante entre plasticiens et musiciens doivent désorienter la tradition écrite de la musique, perturber les codes sociaux du concert et l'utilisation des instruments de musique classiques, comme le piano ou le violoncelle, chez Beuys par exemple. Pour Fluxus, le son institue une nouvelle relation à l'espace, tout à la fois appréhendé comme lieu d'écriture et comme lieu social et politique de l'artiste, c'est évidemment central. Sur ces propositions s'articule alors une autre contemporanéité du son. Il permet de lire avec une forme de nouveauté, notamment grâce aux machines sonores, ainsi qu'à une dynamique du dérisoire et du transgressif mêlé, la perception, l'exploration et la figuration spatio-temporelle. Alors, nous devrions parler maintenant également d'un autre aspect que je vais aborder peut-être un peu rapidement. Je ne sais pas exactement le temps qui nous reste. Il reste un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais pas. Une demi-heure ? Très bien, bon, ça va, je devrais être... Voilà, donc, mon idée maintenant serait de montrer comment l'évolution de la musique et des avant-gardes est sinon synchrone, du moins parallèle dans son ouverture esthétique à celle des arts plastiques. Et ce faisant, elle a forcément contribué, sans être toujours sollicitée pour cela, à la constitution de l'histoire des arts sonores. Alors ça, je vais probablement le répéter à plusieurs reprises, parce que je vais être quand même très prudent scientifiquement et méthodologiquement. C'est-à-dire, il ne faut pas ce que je vais vous montrer, d'une certaine manière, ce sont des avancées parallèles. Les croisements ne se sont pas forcément opérés, notamment dans le passage que je développerai sur l'esthétique des haut-parleurs dans l'art contemporain. Mais en même temps, le fait demeure, c'est-à-dire que les ouvertures musicales qui ont absolument embrasé le XXe siècle, on peut véritablement parler d'embrasement, elles sont parallèles aux ouvertures plastiques et artistiques. Et forcément, enfin, même si c'est inconscient, même si c'est pas toujours formulé théoriquement par les artistes, ça existe en tant qu'arrière-fond culturel. Donc on doit aussi signaler cette histoire-là. Parfois elle est clairement avouée et revendiquée, ceci dit. Mais ça, quand c'est comme ça, c'est simple, c'est facile à dire. Parfois c'est un peu plus complexe à décrypter. Mais le fait est, ces deux histoires avancent en même temps. Donc elles sont dans le même monde, dans le même temps, dans le même présent. Donc, à l'instar de l'histoire des arts plastiques, celle de la musique est en effet constituée d'une succession de révolutions esthétiques qui vont progressivement en ouvrir les possibles. Alors, bien sûr, il y a l'école de Vienne et de la musique dodécaphonique jusqu'aux compositions sur l'espace de Karlheinz Stockhausen et de son quatuor pour hélicoptère, dont je parlerai plus tard, où il construit un quatuor, dont tout le principe de cette pièce musicale, c'est que les musiciens montent dans un hélicoptère, s'envolent dans les airs et depuis les airs jouent. Et la pièce s'arrête quand les hélicoptères atterrissent. Et puis nous avons bien sûr la musique d'ameublement d'Erik Satie. Et puis nous avons aussi le Silence, ou 4 minutes 33 de John Cage. Alors là, je vais un tout petit peu présenter cette pièce capitale. Donc c'est le 29 août 1952. Nous sommes à New York et David Tudor va venir interpréter pour la première fois en public Silence de Cage. Donc Silence, c'est une œuvre de 4 minutes 33 de Silence. Donc elle existe sous les deux noms, 4 minutes 33 ou Silence. 4 minutes 33, c'est sa durée. Et donc Tudor, mais au fil d'un processus, enfin d'une partition extrêmement écrite par Cage, c'est quelque chose de très pensé, va se tenir droit devant son piano et il va ouvrir le pupitre, attendre et puis fermer le pupitre. Et c'est 4 minutes 33 de silence, donc qui non seulement ne sont pas vraiment 4 minutes 33 de silence, puisqu'il existe du son, il existe du bruit à ce moment-là, c'est tous les bruits de la salle, c'est les bruits des personnes, du public qui s'impatientent, les personnes qui toussent, bon, il existe du son, et justement on est totalement immergé dans l'aléatoire. C'est-à-dire ce sont les hasards, les accidents qui constituent la pièce elle-même. En outre, ça va poser une question fondamentale qui nous renvoie complètement
Enfin, Cage, c'est le Duchamp de la musique, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est complètement une question de ready-made. C'est-à-dire que l'attitude d'écoute du public fait que cette œuvre de silence est une œuvre musicale, est une œuvre sonore. Parce qu'il y a évidemment plusieurs types de silence. Mais à partir du moment où c'est le silence dans un cadre d'une salle de concert, cela devient de fait une œuvre musicale. Donc il y a aussi tout le contexte, comme pour le ready-made, qui fait que le silence devient une œuvre musicale parce que l'attitude d'écoute est d'une telle façon que l'œuvre est entendue comme musique. Donc elle est musique, même s'il n'y a rien à entendre a priori. Voilà, continuons dans ces révolutions musicales du XXe siècle, le Désert d'Edgar Varèse en 1954, qui est une œuvre pour orchestre et bande magnétique. Et puis alors il y aura bien sûr le minimalisme, la musique sérielle, la musique concrète de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry, qui est une musique donc sur support enregistré, c'est une musique sur bande, c'est-à-dire que c'est de son fixé. Hein, et donc le son est exploré par lui-même à travers cette prégnance de l'enregistrement. Et puis après, l'ambiance, le free jazz, la musique improvisée, le post-rock ou la musique noise jusqu'à aujourd'hui, qui sont au pied de la lettre, autant d'ouverture esthétique, réinventant les sons, et qui feront précisément que dans son forme classique, la musique s'en trouvera fondamentalement changée. Alors, elle en sera transformée, bien sûr, du point de vue de la création musicale elle-même, mais également dans, je dirais, pas dans sa périphérie, mais également dans ce qui n'est pas proprement parlé, la création musicale. Par exemple, l'écriture et la partition. Comment constituer une partition musicale à partir du moment où elle déborde complètement la notation classique. Donc tous ces compositeurs vont inventer leur solfège, vont inventer leur vocabulaire, vont inventer leur mode de partition. Donc l'écriture musicale en sera elle-même changée, on pourrait dire, à nouvelle musique, nouveaux sons et donc nouveaux signes les formalisant. Évidemment, les instruments de musique. Les instruments de musique seront eux-mêmes, l'instrumentarium contemporain sera lui-même totalement changé, enfin réinventé, jusqu'aux ordinateurs aujourd'hui d'ailleurs, qui sont des instruments de musique à part entière. De la réception, si la musique au XXe siècle est massivement un art de l'écoute, conséquemment, et ça c'est important, l'écoute va devenir un art en soi. L'écoute comme art musical, mais l'écoute pour elle-même. Et puis des dispositifs de création, bien sûr, aléatoires, répétition en série. Donc, l'idée d'écoute, de plasticité, de matière et de texture sonore en sera bouleversée. Et si les artistes plasticiens ne font pas forcément référence à ces révolutions musicales, il n'en demeure pas moins que le fait demeure. La liberté dont le son s'est alors saisi, en liaison ou non avec d'autres arts, parce que pour certains musiciens, c'était une question véritablement de musicalité, totalement d'ailleurs, c'était un peu le cas chez Pierre Schaeffer, enfin, c'était vraiment une question de sonorité extrêmement centrée sur la question du son, même si s'intéressait à d'autres choses. Donc la liberté dont le son s'est alors saisi a formidablement contribué à rendre possibles les expériences sonores et visuelles produites par les arts plastiques. Et du silence à la musique bruitiste, le sonore sera alors considéré comme un nouveau matériau dont l'art contemporain fera vite l'expérience du feu. Alors, de façon tout à fait significative, on peut citer Douglas Kahn. Alors, Douglas Kahn, il est l'auteur d'une importante histoire du son dans l'art à la fin des années 90, Noise What a Meat, dans un article intitulé en 2005 Sound, Art, Art Music. En fait, c'est très intéressant sa remarque. En fait, comme me le rappelait, je le cite, en fait, comme me le rappelait le compositeur et performeur Paul de Marinis lors d'une conversation, la musique expérimentale jusqu'au début de la décennie 1970 pouvait très bien correspondre à ce que l'on appellerait aujourd'hui sound art. C'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire considérer que jusqu'à la fin des années 70, finalement, la musique expérimentale pourrait correspondre à ce qu'aujourd'hui nous appellerions les arts sonores, le son dans les arts plastiques. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais un exemple peut-être un peu inattendu, mais en tout cas très... encore une fois, on est dans deux histoires qui avancent parallèlement, mais en même temps, le fait demeure, elles existent en même temps.
Donc dans cette perspective, je vais vous présenter un dispositif musical qui est l'acousmonium et ses relations possibles avec l'art contemporain. Alors, le musicien et compositeur François Bayle est né en 1932. Il rejoint le groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer dès 1958, avant de s'en voir confier la responsabilité en 1966. En 1975, le GRM, donc le groupe de recherche musicale, est intégré au sein du nouveau Institut national de l'audiovisuel, et François Bayle continuera de le diriger en développant ce groupe donc, considérablement jusqu'en 1997. Sa contribution technique majeure reste sans doute la création de l'acousmonium. Alors là, j'ai plusieurs images. Donc j'ai d'abord en 1974, c'est-à-dire au moment de sa création. Ensuite, plus tardivement, la salle Olivier Messiaen de Radio France en 2008. Et puis un acousmonium plus récemment produit en Allemagne. Alors, restons sur les débuts. Donc je vais citer François Bayle pour la présentation de l'acousmonium. Donc je cite le compositeur et je résume, mais en gardant ces mots, mais je résume en revanche la définition qu'il en donne. Je fais quelques coupes. C'était long. Ce serait un peu long. L'acousmonium est un orchestre de haut-parleurs disposé en face, autour ou dans le public du concert. Il a pour vocation d'être dirigé par un interprète qui projette une œuvre sonore ou musicale dans l'espace de la salle et par le biais d'une console de diffusion. L'acousmonium a donc été conçu et inauguré avec l'expérience acoustique le 12 février 1974 à l'Espace Cardin à Paris. Il est défini comme un orchestre de haut-parleurs et concerne principalement la diffusion en concert des musiques composées dans un studio électroacoustique et enregistrées sur support. Ces œuvres, dont la source sonore n'est pas visible, sont des œuvres acousmatiques. Bien souvent, la construction d'images mentales est sollicitée par la perception de l'œuvre, par et pour la perception de l'œuvre. Fin de la citation. Alors, si l'on reste dans un champ définitionnel, strict, précis, on doit parler d'acousmonium dès lors que le dispositif est constitué d'au moins 16 haut-parleurs de différentes caractéristiques. C'est assez une nomenclature. Aussi, comme vous allez le voir, ce n'est évidemment pas sur cet aspect techno-acoustique précis que je ferai une liaison avec l'art contemporain et la représentation des haut-parleurs en sculpture, en peinture, en installation. Mais par le biais de la visualité, alors par ailleurs, qui est une véritable question posée par l'acousmonium de Bayle, là aussi on le voit ici, mais ils ont travaillé aussi avec un designer sur les enceintes elles-mêmes. Ils sont posées par l'acousmonium, donc c'est-à-dire, moi ce qui m'a intéressé, c'est aussi la question de l'image, l'enceinte acoustique en tant qu'image. En outre, la présence des haut-parleurs dans l'art contemporain s'inscrit aussi bien dans l'histoire des machines sonores, repensons au bruiteur de Luigi Russolo, qu'on a vu tout à l'heure, si je puis dire, que dans celle du post-rock, où l'on retrouve la figure intemporelle de l'ampli Marshall. C'est quand même quelque chose qui a marqué les esprits, et marqué les artistes, comme vous allez le voir. Toutefois, même différente, le fait demeure. La création plastique explorant le son s'est aussi produite sur un arrière-fond, où l'on retrouvera peut-être l'acousmonium, plus ou moins avoué, conscient et reconnu, de l'expérimentation et de l'innovation musicale. Alors comme je l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter quand même, si les artistes plasticiens ne font pas forcément référence à ces révolutions musicales, il n'en demeure pas moins que cette liberté du son a formidablement contribué à rendre possible leur expérience plastique. Et telle présence du son dans les arts plastiques est aussi à relier aux révolutions musicales et sonores qui accompagnent leur histoire. Alors j'ai fait un petit inventaire, non exhaustif évidemment, de différentes fonctions et présences du haut-parleur dans l'art contemporain. Vous allez voir que c'est un corpus extraordinaire, mais vraiment très riche, très inédit. Enfin, très inédit, disons, très... Le haut-parleur, comme excroissance, on va commencer par le haut-parleur, alors au sens large, mais le haut-parleur comme excroissance du corps, de l'oreille, mais aussi du regard. Alors nous avons le schizophone de Pierre-Laurent Cassière. Là, il s'agit en fait du haut-parleur et ses variations successives. Nous avons le casque, le porte-voix, le pavillon acoustique, l'enceinte électrique. Tout ça est un peu mélangé pour proposer une recherche graphique en même temps qu'une citation des possibilités acoustiques corporelles qui serait à la fois un développement du corps ou sa clôture chez Pierre-Laurent Cassière. Je reviendrai sur le travail ultérieurement de Pierre-Laurent Cassière qui met souvent le corps sous contrainte du son. Alors, un artiste qui est lié à Caen, puisqu'il est un ancien étudiant des Beaux-Arts de Caen, c'est Patrice Carré. Donc Patrice Carré a beaucoup travaillé avec des enceintes.
Donc d'abord une pièce 1991-1998, Le bruit rose. Et ensuite une installation qui s'intitule Son, qui est composée d'enceintes acoustiques, de tubes fluorescents, d'amplificateurs, de lecteurs CD et de bandes sonores. Alors, les possibilités acoustiques ici sont à relier au regard et aussi, ainsi, chez Patrice Carré, à penser en liaison avec la bande dessinée ou une esthétique pop. Mais ces enceintes, il en parle volontiers comme de sculptures mobilier, interrogent à la fois la fonction d'usage et la fonction d'image. Ça, c'est très intéressant. C'est à la fois la fonction d'usage, effectivement, qu'en est-il de ces enceintes qui doivent servir à faire entendre, mais aussi les images en tant que telles, qu'elles sont, qu'elles produisent. Et de fait, l'enceinte est à la fois, est parfois sonore, parfois silencieuse. Elle est objet sonore, mais elle est aussi photographie, comme ici d'ailleurs. Ça existe aussi à l'état de photographie. L'aspect que j'aime bien relever aussi chez Patrice Carré, qui est aussi une dynamique du son, c'est la couleur. C'est un grand, je trouve, c'est un très grand artiste de la couleur. Et le son est aussi une dynamique finalement qui lui donne. Alors, continuons avec les enceintes. Elle est probablement peut-être une des plus fameuses, c'est évidemment la vidéo de Gary Hill, Médiation. Donc là, j'ai juste donné un photogramme parce que la vidéo est assez longue et puis il fallait avancer. Alors, c'est une vidéo très célèbre. Hein. Dans cette vidéo, donc, vous avez la membrane d'une enceinte acoustique qui est filmée en plan fixe, tandis qu'elle diffuse une voix. Et en même temps que des mains donc recouvre de sable la membrane de l'enceinte, donc le sable va s'accumuler, et au fur et à mesure qu'il va s'accumuler sur la membrane, de fait, ça va modifier l'intonation de la voix, puis sa texture, jusqu'à la rendre inaudible. Totalement recouverte de sable, cette membrane ne peut plus vibrer, il ne se diffuse plus qu'un son bas, extrêmement indistinct et intriguant. C'est donc tout le corps et le langage qui sont engagés dans cette œuvre, qui trouve sa source dans une enceinte acoustique, et aussi tout de même, il faut le dire, chez Roland Barthes, puisque Gary Hill, vous le savez, est un artiste philosophe, très nourri d'ailleurs des philosophes français. Et donc pour Roland Barthes, le travail qu'avait fait sur le grain de la voix, ce grain de la voix, donc, qui là est pris au pied de la lettre, c'est le grain de sable, le grain de la voix, et le grain de sable atténuant le son de la voix. Alors nous avons aussi bien sûr des enceintes spatialisées qui renvoient à l'idée de fiction. C'est Dominique Petitgan, un plasticien, créateur de fiction sonore. Mais ces fictions ne sont pas faites pour être diffusées à la radio, comme je le disais tout à l'heure en ouverture. Elles s'inscrivent dans la mise en espace d'un dispositif très précis, essentiellement constitué d'enceintes acoustiques dans des lieux de diffusion souvent vides et qui procèdent de la perception mentale que l'auditeur aura de ce récit. La constitution des images, finalement, se joue par non seulement ce qui est diffusé, mais également la manière, spatialement, avec laquelle c'est diffusé. Emmanuel Lagarrigue, donc Speaking for Us, en 2005, c'est une œuvre donc qui est... Emmanuel Lagarrigue a souvent travaillé autour de fiction, littéraire ou cinématographique. Et avec cette pièce, donc, il a réalisé une sculpture sonore, faire de minuscules haut-parleurs, empilés les uns sur les autres, si bien qu'il dessine une sorte de squelette qui est sa propre taille. Il en fait une espèce d'autoportrait sonore. Le minimalisme également, parce qu'évidemment tous les haut-parleurs ne sont pas monumentaux, loin de là. Et Rolf Julius, c'est un artiste qui, dès les années 70, a utilisé le son comme un matériau plastique pour réaliser ses installations, performances, objets et dessins à vocation écologique. Alors ainsi, dans Floating, en 2004, ce sont des plaques d'acier qui flottent au-dessus de petits haut-parleurs qui produisent une résonance. Et dans Music for the Eyes, le spectateur est invité à prendre place sur un tapis, à poser des petits haut-parleurs sur ses yeux et à ressentir ainsi, par le biais de ces éléments minimalistes, des vibrations tactiles toujours invisibles. On abordera la question du volume également, avec Marie-Jo Lafontaine. The World Starts Every Minute. Il s'agit donc de 7 cônes en aluminium, dont la membrane de la surface extérieure est recouverte de tissus, sont fixés au mur. Ils évoquent les monochromes que Marie-Jo Lafontaine a souvent peints. Ces enceintes acoustiques, qui là en l'occurrence peuvent faire évidemment penser aux bruiteurs de Russolo. Ces cônes sont également accompagnés de 6 autres haut-parleurs placés cette fois au sol.
Elle a travaillé avec un compositeur contemporain, Todorov, également sur ces pièces. Et dans cette pièce, donc The World Starts Every Minute, l'ensemble produit un cadre spatial, mais la spatialisation du son résulte essentiellement des 7 haut-parleurs qui sont au mur. Et puis, j'en ai parlé, je finirai avec cet exposé sur les haut-parleurs, évidemment la question du rock, hein, mais ce sera la dernière rencontre, mais le post-rock propose une autre histoire du son dans l'art contemporain. Donc ce sont les peintures d'Élodie Le Sourd, pour accompagner donc ce petit exposé. S'il est pour conclure un domaine qui, avec le XXIe siècle, a été reconnu, littéralement réévalué du point de vue esthétique, c'est assurément celui des relations entre le rock, ou plutôt le post-rock, parce que bon, c'est pas tous les groupes de rock qui ont été reliés à l'art contemporain. Je vous proposerai donc ultérieurement les relations entre l'art contemporain et le post-rock. Je reviendrai sur ce terme que j'aime bien. Mais pour l'heure, donc, nous pouvons citer Saad Nafif avec Power Chords en 2005. Alors cette pièce donc, conçoit une impressionnante installation de 11 guitares électriques et amplificateurs, où ces instruments pilotés par un ordinateur jouent seuls les accords inspirés d'un article paru dans la presse rock. En même temps, cette installation est inscrite, en citant pour cela le bâton chromatique d'André Cadéré, dans une réflexion sur les combinatoires et la couleur. Et enfin, Jérôme Poré, Reload. Jérôme Poré est un artiste plasticien, musicien performeur, qui a également suivi des études en musique électroacoustique et concrète, donc ce qui me fait dire que ce haut-parleur n'est sûrement pas déconnecté totalement du GRM, du groupe de recherche musicale, puisqu'il est lui-même diplômé en musique concrète au conservatoire de musique. Et Jérôme Poré, donc, qui est né en 1969, développe une œuvre qui traverse l'installation, le dessin, le film ou l'architecture, la performance ou le concert. Son travail est constamment nourri par une recherche sonore sur l'espace dont il explore le matérialisme, le minimalisme, l'amplitude et le chaos. Oui, je vais conclure. J'avais prévu de diffuser un court extrait pour finir sur une pièce sonore actuelle de mon exposé, parce que on pourra parler d'ailleurs, si vous voulez, du rapport entre le son et l'image dans ce type d'exposé. C'est une question que je me pose tout le temps de toute façon. Mais bon, nous avons encore d'autres séances devant nous, donc je garde le travail de Poré pour un petit peu plus tard, pour écouter ces infrabasses. Je voudrais conclure. Voilà, donc les questions lancinantes de cette rencontre, c'était finalement qu'est-ce qui fait que des artistes visuels s'impliquent de la sorte dans l'expérience musicale sonore contemporaine, enfin dans un projet d'art contemporain. Donc vous voyez, il y a une histoire, enfin, ça ne vient pas de rien, n'est-ce pas? C'est pas Deus ex machina, il y a véritablement toute une archéologie qui a préparé à ce véritable corpus du son dans l'art. Et parallèlement, il y a cette redéfinition, enfin toujours en perpétuelle métamorphose, mais qui est aussi liée aux révolutions musicales et aux avant-gardes, cette définition et cette approche extrêmement ouverte du son. Peut-être, je la citerai à nouveau, mais comme peut-être tout le monde ne sera pas là, donc je la citerai 2 fois. Gilles Deleuze, dans Logique du sens, disait de la voix, elle n'est plus un bruit et elle n'est pas encore un langage. À la fois, elle n'est plus un bruit. Qu'est-ce que la voix? Elle n'est plus un bruit, elle n'est pas encore un langage. Bon. Vous voyez, justement, toujours ce terrain à redéfinir, qui est le monde, qui est celui des sons et du monde de l'écoute. Alors, c'est une question intéressante, c'est-à-dire comment nommer ces œuvres? Sculpture ou installation sonore, dispositif audiovisuel, œuvre sonore, sand art. C'est une question que les critiques d'art, les historiens, les musicologues qui s'intéressent à ces questions se posent. Elle interroge parce que
se pencher sur cette question sémantique, c'est aussi réfléchir à ce qu'est cette expérience elle-même. Ce n'est pas uniquement une espèce de volonté d'étiqueter un champ de la création contemporaine. C'est aussi aller plus loin dans la compréhension de ces ressorts. Alors, faut-il parler de l'art sonore ? C'est ce que Philippe Franck a fait dans son ouvrage City Sonic, les arts sonores dans la cité. Il a posé à un certain nombre d'artistes, de musiciens, de poètes, la question: quelle est votre définition de l'art sonore ? Alors justement, dans ce livre, Dominique Petitgan répond de la sorte à Philippe Franck: l'art sonore, c'est un art du temps, en même temps qu'un art de l'espace, mais surtout un art de l'écoute. Et puis il développe sa pensée. Il y a l'art qui est un grand tout et au sein duquel cohabitent toutes sortes de pratiques, certaines liées à l'objet, d'autres au langage, d'autres encore au réel, à la fiction, au corps, à la géographie. Je préfère ces catégories à inventer, à questionner sans cesse, à celles liées à l'utilisation d'un outil ou d'une technique. Quant à Mathieu Saladin, dans son livre Musique expérimentale, ce qui s'est beaucoup intéressé aussi à ces questions, il définit en creux les arts sonores au regard des musiques expérimentales qui vont de John Cage à Pierre Schaeffer, et qui sont au cœur, comme il le dit, d'une mésentente définitionnelle. Je le cite: ce sont des histoires aux lignes croisées ou parallèles qui se tissent d'un texte à l'autre, rendant caduque toute entreprise essentialiste d'une définition de l'expérimentation sonore. C'est tout de même un corpus dans lequel nous aurons tout à la fois des expériences qui peuvent convoquer le silence, dans la lignée de Cage, et puis dans l'usage qu'en feront les artistes. J'aurai un développement sur l'immatérialité, sur l'invisible, sur l'inaudible. L'inaudible comme principe d'une œuvre d'art visuelle, c'est tout de même engagé comme position. Et puis à l'autre bout, nous aurons l'inverse, le chaos sonore, le bruit, jusqu'à ce qui n'est même plus supportable dans la violence brutiste. Alors justement, quand y a-t-il bruit et quand y a-t-il œuvre ? Et là, on en revient à notre question du ready-made et notre attitude d'écoute dans ces moments-là. Finalement, que serait le son ? Il serait peut-être une façon de l'entendre. Conception cageenne qui est toujours très opératoire. Alors, si on continue à réfléchir un petit peu de façon ouverte sur ces définitions, parce que c'est vrai que le son dans les œuvres d'art plastique peut exister comme il existe, parce que aussi il y a eu tout ce travail, comme je le disais, de la musicologie et des musiques expérimentales. Donc j'en reviens à mon livre, je ne vais pas dire de chevet, mais bon, mon livre, en tout cas de référence dans la méthodologie, donc de Michael Nyman, pour les amateurs dans la préface, et de Brian Eno. Voilà ce qu'il dit justement quand il réfléchit à ce qu'il appelle la musique expérimentale. Quand David Tudor, donc je le cite, quand David Tudor va donner une représentation musicale sans avoir besoin de faire le moindre son, c'est évidemment Silence de Cage. Quand Cage demande de laisser les notations se rapporter à ce qui doit être fait et non à ce qui est entendu ou doit être entendu. Quand Robert Ashley, musique répétitive, parle du temps et non de son comme métaphore dominante de la musique. Quand la procédure au ralenti d'Anima 7 de Kozuki, Kozuki c'est un compositeur Fluxus, mais qui a notamment été le compositeur de Merce Cunningham, et en fait qui a fait des pièces sonores silencieuses toutes constituées de gestes au ralenti. Donc quand, je continue à citer Nyman, quand les procédures au ralenti d'Anima 7 de Kozuki peuvent s'appliquer à n'importe quelle action, alors nous réalisons que les sons dans la musique expérimentale n'ont plus aucune priorité préventive sur les non-sons. Il n'est plus besoin d'appréhender séparément vision et écoute. Le théâtre est tout autour de nous, dit Cage, si seulement nous nous laissons distraire des sons. Cage préfère le spectacle du joueur de saxophone vidant la salive de son instrument au son que fait l'orchestre. Peut-être, c'est la fin de ce passage donc, de Nyman,
peut-être préférez-vous regarder Bernstein, le volume réglé sur 0. Fin de la citation. Donc, effectivement, nous avons toute cette, cette magnifique définition du son ouverte à laquelle s'agrégera la question de la visualité. Et donc, son éternelle question, comment les musiques, les bruits, les voix, les silences seront-ils transférables dans les images? Et puis, inversement, comment les images peuvent-elles se donner à entendre? Donc, ce sera notre prochain rendez-vous sur la photographie et le cinéma, où il s'agira de penser finalement le cinéma les yeux fermés, si je puis dire. Donc, un cinéma à travers sa bande-son. Voilà, je vous remercie. On a un petit laps de temps pour des questions, si vous le souhaitez. Pas de questions. On se retrouve donc le lundi 25 février pour la deuxième session. Bonne soirée. Merci. Merci.